Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un mouvement jeune, né il y a 1 an et demi au Royaume-Uni et qui grandit très rapidement. En France, Extinction Rebellion a fait l'actualité début octobre. Ses militants ont occupé pendant plusieurs jours la place du Châtelet à Paris, ce qui a provoqué des embouteillages importants. Code Source a cherché à mieux connaître ce mouvement. La reporter Claudia Prolongeau a écouté longuement l'un de ses activistes sur sa propre histoire, son vécu, son ressenti et ses espoirs. Je retrouve Antoine à Saint-Denis un jour férié, dans le seul bar tabac qu'on a trouvé ouvert. C'est un jeune homme brun aux cheveux coupés très courts, il a les traits fins et porte une veste couleur bleue de travail. Moi j'ai grandi donc dans la Marne, à côté d'Épernay, dans un milieu du coup plutôt viticole et agricole. J'ai un frère et une sœur. Ma mère était professeure des écoles et mon père a monté une entreprise de communication pour le champagne. Chez Extinction Rebellion, souvent abrégé en XR, il n'y a pas de porte-parole. Antoine est seulement un militant qui a bien voulu me parler de lui. Je suis arrivé à Paris après le bac pour faire des études de design. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser. Je venais d'un milieu plutôt conservateur, donc j'ai un peu évolué de ce côté-là aussi vers une culture, on va dire, plus de gauche, quoi. Et je voyais, en fait, j'avais cette espèce de culture politique m'a amené de plus en plus à une forme de me renseigner sur des problèmes sociaux, écologiques, mais de regarder ça toujours avec une forme de distance et une forme qui est devenue après presque une forme de cynisme, quoi. Il y avait quelque chose vraiment qui me rongeait, en fait, d'être spectateur de ça et de me sentir un peu impuissant par rapport à ça. Le 8 décembre 2018, pour la première fois, 130 000 citoyens marchent pour le climat dans 120 villes de France. Antoine est dans le cortège parisien quand soudainement, le côté dramatique de la situation lui apparaît. En fait, j'ai eu une impression très très bizarre de se dire qu'on pourrait en faire 300 comme celle-ci et qu'il se passerait rien. Parce que tout le monde était là, mais on avait l'impression que les gens ne savaient pas vraiment pourquoi. Enfin, moi j'avais cette impression-là. Je voyais beaucoup de blagues sur les panneaux en carton, beaucoup de choses un peu drôles. J'avais l'impression que tout ça était complètement dépolitisé, comme si on était dans une posture où il suffisait de rappeler au bon sens nos dirigeants ou les gouvernements ou les pouvoirs économiques pour que tout ça change de soi-même, quoi, alors que c'est pas du tout le cas. Et ça représentait pas du tout ce pourquoi moi je m'engageais et ce pourquoi moi j'allais à cet endroit-là. Et en fait ce jour-là j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami et qui en fait m'a parlé d'XR, donc j'y suis rentré un peu sans même trop savoir de quoi il s'agissait, justement pour exprimer ce besoin de radicalité. Intrigué par ce mouvement naissant, Antoine se renseigne et assez vite s'inscrit sur La Base, le site d'Extinction Rebellion qui permet aux membres de communiquer et d'organiser les actions en utilisant des outils cryptés. J'ai été en observation, mais en fait j'ai commencé à participer sur le forum au bout de 2-3 semaines, à participer aux discussions. Donc moi je me suis inscrit avec un pseudo. Du coup peut-être je vais pas vous dire les deux, je vais pas vous dire et mon prénom et mon pseudo. On nous demande un pseudonyme en s'inscrivant, mais en fait comme n'importe quel site internet, parce qu'on peut pas mettre de nom de famille. Et donc je me suis inscrit et j'ai découvert en arrivant dans la réunion physique que le pseudo était en fait la façon dont on allait s'appeler en tant qu'activiste. Et en fait c'est quelque chose d'assez drôle, c'est devenu du coup toutes les personnes que je côtoie au sein d'XR m'appellent par mon pseudo et au fur et à mesure on commence à trouver sa place, l'endroit où on se sent le plus utile ou même les personnes avec lesquelles on est le plus en affinité. Chacun vient aussi avec ses compétences, il y a des gens qui ont des compétences juridiques, il y a des gens qui ont des compétences, moi j'avais plutôt des compétences artistiques entre guillemets. Donc j'avais commencé par poser un peu cette question-là au sein d'XR en faisant les premiers ateliers pour fabriquer des drapeaux, en utilisant justement ce pouvoir du signe, là avec le rond dans le sablier, d'utiliser ce pouvoir visuel. La première chose concrète que j'ai faite pour aider le mouvement, c'était l'organisation de cet atelier de fabrication de drapeaux. Ça c'était quelque chose qui avait pas mal plu et il y avait un activiste qui avait dit quelque chose qui m'avait marqué à la première réunion, c'est que tout le monde peut se sentir légitime d'agir. Il s'agit pas d'être pur, il s'agit pas d'être hyper expérimenté ou hyper formé. Je crois que tout le monde a sa légitimité et on essaye de garder ce cadre d'accueil et justement pour que tout le monde puisse se mettre à l'action. Ça c'est propre aussi à notre organisation. Le
Le 24 mars 2019, Antoine participe à la première action organisée par XR en France. 60 activistes, de 5 à 90 ans, s'allongent par terre au Muséum d'histoire naturelle de Paris pour attirer l'attention sur l'extinction des espèces. Aujourd'hui, rejoignez la déclaration de rébellion. Vous êtes invités à interrompre temporairement votre visite et à venir nous rejoindre. C'était une action du coup symbolique, donc, qui était la première et qui cherchait à, en parallèle de la déclaration de rébellion, à mettre en image justement cette idée d'effondrement du vivant. Donc on s'est introduit à une cinquantaine de personnes au sein du Muséum d'histoire naturelle pour faire ce qu'on appelle un die-in, c'est-à-dire pour simuler la mort au milieu de ces animaux empaillés, pour appuyer ce discours en disant voilà, aujourd'hui si on continue à agir de la sorte à l'échelle économique et politique, on fonce dans le mur et on finira à empailler dans un musée comme toutes les espèces qu'on peut voir ici. L'eau, l'air et les sols sains se raréfient. Toutes nos ressources s'épuisent. Toutes. La vie s'effondre partout autour de nous. Vous avez voulu sauver un système et ce mode de vie au prix de la survie de vos propres enfants. Vous avez choisi la honte, mais vous aurez la guerre. Et c'était une action qui était assez forte. Je crois qu'il y a eu une réaction assez violente de la part des vigiles, mais on a eu beaucoup de soutien des gens qui étaient venus, notamment une femme qui est venue avec son enfant dans les bras en pleurant, qui disait moi je comprends pas en fait pourquoi vous les empêchez de faire ça. Je viens avec mes enfants ici en ayant déjà les larmes aux yeux, en disant que ces espèces ils les verront plus qu'à la télévision, ils les verront plus. C'est déjà du passé. Comme tous les membres d'Extinction Rébellion, Antoine se forme à la désobéissance civile en suivant des formations, souvent dispensées le soir. On y apprend notamment à faire le poids mort et à s'accrocher à ses camarades dans le but d'être plus difficile à déloger. La désobéissance civile, ça vient pas de nulle part, ça a une histoire. Donc les figures les plus connues, c'est Martin Luther King ou alors Gandhi. Mais c'est des choses qui ont été beaucoup répétées. Mais l'idée, c'est d'agir en tant que citoyen, de désobéir sciemment à la loi, sous le principe de... en fait, aujourd'hui, l'État rompt le contrat social puisqu'il ne protège plus ses citoyens à court terme et à long terme, notamment face à ces enjeux écologiques et climatique. La désobéissance civile et l'action au sein d'Extinction Rébellion, elle s'appuie sur le constat d'un échec qui est celui des différentes mobilisations précédentes. On n'est pas du tout dans une posture en disant notre solution c'est celle-là et c'est la meilleure, mais en tout cas il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais par exemple on parle beaucoup des éco-gestes et tout, mais ça il faut être très clair là-dessus, c'est pas du tout suffisant, c'est pas du tout quelque chose qui suffira si on veut changer les choses à l'échelle systémique. C'est le principe de la désobéissance civile. En fait, vous avez tendance à prendre beaucoup plus au sérieux quelqu'un qui prend beaucoup plus de son temps, qui désobéit à la loi au service d'une cause, plutôt que quelqu'un qui fait une marche pour le climat le samedi après-midi. On n'est pas simplement sur du discours théorique, quelque chose d'assez distant, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et ça donne beaucoup plus de légitimité et beaucoup plus de pouvoir de sensibilisation en fait. Voilà, on essaie d'occuper ce lieu pacifiquement, sans violence. Qu'on puisse quand même vivre dans un monde meilleur demain, et je trouvais ça normal de venir à une action de rébellion comme ce que fait Extinction Rébellion. Le 28 juin, Extinction Rébellion bloque le pont de Sully à Paris. Une fois encore, Antoine est là. Je crois qu'on était autour de 300-400 activistes inscrits. On n'annonce pas les lieux à l'avance de ce type d'action, donc les gens se regroupent, il y a des briefings qui se font en amont, et on se regroupe par petits groupes pour avancer de façon assez discrète vers les lieux. Et pour mettre en place de manière très rapide un blocage de la circulation, donc là le blocage s'est fait sur le pont de Sully. Et en fait ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a une réaction très violente des forces de l'ordre qui a été assez rapide. Où en fait des militants qui étaient assis au sol, qui étaient complètement inoffensifs en fait, se sont fait violemment gazer par les forces de l'ordre. J'étais du coup plutôt sur la partie centrale, j'étais pas là en tant que bloqueur. Et j'ai pu voir justement un peu de loin comment tout ça avait pu se passer, c'était assez impressionnant. La quantité il y a eu des analyses qui ont été faites a posteriori, les quantités de gaz qui ont été relâchées à cet endroit-là dépassent complètement
toutes les logiques et ce qui avait été vu, quoi. C'est-à-dire que c'est du gaz poivre qui avait été projeté directement sur le visage, très proche des militants, alors que normalement la réponse des forces de l'ordre elle doit être proportionnelle à leur mise en danger. Donc là il y avait un contraste saisissant en fait entre le fait que les membres d'Extinction Rebellion soient complètement inoffensifs pour les forces de l'ordre et la violence avec laquelle elles ont répondu, elles. Dégage! On bouge! Arrêtez, j'arrive pas à respirer! Eh ben bougez! Je peux plus respirer. En quelques heures, les images de ces manifestants gazés au sol font le tour des médias et du monde. Le parquet ordonne le jour même l'ouverture d'une enquête préliminaire pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. 15 jours après, Mediapart publie un extrait d'un compte-rendu rédigé par les policiers présents sur place. Il y est écrit que l'usage de gaz lacrymogène y était tel que le commandant lui-même a fait un malaise et a dû être remplacé temporairement par un lieutenant. Paradoxalement, cette violence sert le mouvement. Je crois que stratégiquement, la désobéissance civile, c'est intéressant parce qu'on met les gouvernements face à leurs propres contradictions et face à leur violence aussi, en agissant de cette manière-là. On les met face à des choix cornéliens en disant là on porte un message qui est légitime, qui est juste, notre action elle est légitime, la façon dont on agit est légitime, on le fait de manière non violente. Et en fait, si vous nous délogez, vous allez perdre. Enfin, on va gagner, puisque cela va créer aussi beaucoup d'attention vis-à-vis de notre mouvement. Et en fait, vous allez détruire complètement votre communication de cette manière-là. Et si vous nous laissez sur place, nous allons gagner aussi, parce qu'on va être en capacité de mettre... de faire vivre nos messages, de toucher, de sensibiliser, de faire vivre nos revendications, en fait. Je vois la marche de progression énorme qui a eu lieu depuis le début du mouvement. C'est pareil, j'avais vu un message de quelqu'un sur la base récemment qui disait je me souviens au mois de décembre où on était 10 à coller des stickers pendant les marches pour le climat. Aujourd'hui, on est plus de 15 000 inscrits sur la base. En fait, il y a une croissance du mouvement qui est absolument phénoménale. Je crois que le discours aussi médiatique et le ton médiatique sur ces questions a aussi fortement évolué. On est beaucoup moins dans quelque chose, dans un rapport d'espoir et de bonnes nouvelles par rapport à ce qui va se passer. Je crois que tout le monde comprend aujourd'hui à quel point la situation elle est grave et à quel point en fait d'une certaine manière il est déjà très tard parce qu'on a perdu déjà beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on a perdues qu'on ne pourra pas retrouver en termes de biodiversité, en termes d'équilibre climatique à plein d'endroits. Et donc cette notion d'urgence, elle arrive en fait. Et il y a cette marge de progression qui pour l'instant se fait aussi en interne en fait, parce qu'on est beaucoup plus nombreux, parce qu'on est plus compétents entre guillemets, qu'on arrive à développer des choses de plus en plus fortes. Je crois qu'après des résultats du gouvernement, on n'en a pas eu pour l'instant, mais ça me paraît pas surprenant. Je crois qu'on est face à un pouvoir qui est très très autoritaire sur ce point de vue-là, et on n'est pas encore suffisamment fort, ou le rapport de force n'est pas encore suffisamment important entre ces deux points, mais je crois qu'on travaille activement à le construire et qu'on est sur la bonne voie. Dernière action en date, le 7 octobre. Des militants envahissent la place du Châtelet, y installent leurs tentes et organisent des distributions de nourriture récupérée. Cette fois-ci, ils restent en place 5 jours, pendant lesquels ils bloquent le plus gros point de circulation parisien et finissent par repartir de leur plein gré, sans l'intervention des forces de l'ordre. Rester bloqué ici combien de temps là comme ça dans cette position? Le temps qu'il faut, jusqu'à ce qu'on ait le temps de faire pipi. Jusqu'à ce qu'il y ait des gens responsables qui fassent leur boulot. On voulait en fait faire vivre nos revendications à destination du public et des individus. Je crois que c'était vraiment important de le dire, ça, cette idée de soustraire un espace à la circulation pour en faire un espace justement de sensibilisation, de formation et de vie du message d'urgence écologique et climatique. Qui soit aussi un espace de rencontre, et donc on a travaillé au blocage de cette place qui est un nœud central de circulation dans Paris, et donc on a sous la forme de 6 points de blocage, on a verrouillé chacun des axes principaux pour faire une sorte d'espace libéré en fait et de petits villages dans lequel on s'est installé pour plusieurs jours. On est resté 5 jours sur la place du Châtelet à vivre, à faire vivre le lieu, à rencontrer des gens. Je crois qu'il y avait j'en discutais encore hier, il y a plein de gens de milieux très différents qui se sont côtoyés, avec lesquels il y a eu des débuts de rencontres, des militants écolos, des gens issus du milieu de la nuit, queer, des gilets jaunes, des autonomistes anarchistes.
Et en fait, le fait que toutes ces personnes avec des bagages politiques et culturels très différents soient sur le même endroit pour discuter d'un sujet commun, c'était assez fort en fait. Et en fait, ça nous a aussi, je pense que Extinction Rebellion s'est aussi fait dépasser en bien, enfin aussi par ça, quoi. C'est-à-dire que en fait, le lieu a commencé à vivre aussi par plein d'autres personnes qui n'étaient pas des militants issus d'XR. On en a marre des paroles, on en a marre des discours creux, voilà. Et, il faut agir, il faut trouver une solution parce qu'en 2050, ce sera trop tard. Voilà. Même émotionnellement, je crois que le fait de rentrer dans XR m'a aussi complètement transformé, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure sur le fatalisme et sur le cynisme, là j'y vois, je me sens beaucoup mieux, il y a des questions d'espoir qui arrivent parce que j'ai l'impression qu'on est en train de monter quelque chose qui nous dépasse et c'est absolument hyper satisfaisant, mais plus que ça en fait, c'est assez fort quoi. Je crois que justement avant, une des réponses que je pouvais apporter c'était de dire je ne vois pas l'intérêt en fait, d'avoir des enfants pour les faire grandir dans un monde comme celui-ci. Et en fait, en y réfléchissant, je trouve que c'est un formidable aveu d'échec personnel et collectif de raisonner de cette manière-là en disant là on est en train d'être dans la négation de la vie elle-même en se disant que c'est plus facile de négliger la vie humaine plutôt que de changer nos façons de vivre et nos organisations. Ce que je trouve en fait qui est absolument scandaleux quand on y réfléchit 5 minutes quoi. Donc moi je me posais cette question en disant peut-être que je devrais pas avoir d'enfants. Je crois que la question elle est plus là aujourd'hui. J'ai envie d'avoir des enfants et j'ai envie d'avoir des enfants dans un monde que je participe à construire dès aujourd'hui quoi. Claudia, ce mouvement grandit très vite ? Oui, on l'a dit, c'est un mouvement très jeune. Il a été fondé au Royaume-Uni en mai 2018, avant d'être lancé officiellement, notamment en France, au mois d'octobre. Et quand Antoine s'est inscrit, il me disait qu'il n'était que quelques dizaines. Aujourd'hui, XR regrouperait 8000 activistes en France et plus de 100 000 répartis dans 70 pays dans le monde. Et il y a une particularité avec ces militants, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ils n'étaient pas habitués à manifester. Tout à fait. La plupart sont même des primo-manifestants. Antoine le disait, il n'était pas particulièrement engagé avant. Il a même grandi dans un milieu plutôt conservateur et assez classique. Et c'est finalement ce sentiment qu'il y a urgence à agir qui l'a fait basculer jusqu'à un engagement très fort, puisqu'on l'a vu, aujourd'hui, il veut même que son métier de graphiste soit mis au moins en partie au service de cette cause-là. Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Clara Garnier-Amouroux et Stéphane Geneste, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr.